Sacré Scarabée sacré par François G. d'Albon. Chapitre 2. La trace. Avec le commissaire et 2 de ses hommes, nous voilà en train de traverser au pas de course et dans l'autre sens du quartier Saint-Jean, nous arrivons à grande enjambée devant notre immeuble. Nous entrions dans le hall. Brodequin propose de conduire les policiers avec Manon. Pour ma part, pas question de retourner dans cet endroit de malheur. Et j'ai tellement peur que je supplie Justine de rester avec moi en attendant leur retour. Nous n'avons pas attendu longtemps, moins de 2 minutes après leur entrée. Dans le couloir, les voilà qui reviennent. Le commissaire est furieux. Ça, mais Lascar, pour une plaisanterie, c'est une très mauvaise plaisanterie, fulmine-t-il. Mais je vous jure, proteste Brodequin. Interrogez les filles. Inutile, répond le commissaire. Et que nous vous y revoit plus, lance-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Demande Justine, après le départ du commissaire. Le cadavre a disparu, répond Manon encore sous le choc. Non! Justine et moi avons parlé en même temps, d'un même élan. Nous nous sommes précipités. J'avoue qu'au niveau du coude que fait le couloir, j'ai ralenti. J'avais beau avoir entendu les paroles du commissaire, je n'étais pas rassurée. Je ne regardais pas les films d'épouvante et je ne lis aucun livre fantastique. Mais les copines m'en ont suffisamment raconté pour que je sache que certains cadavres sont capables d'apparaître et de disparaître selon leur humeur. Celui-là n'avait pas réapparu. Rien. Aucune trace. De quoi que ce soit, je comprends que le commissaire ait cru à une mauvaise plaisanterie. Donc, plus de cadavres. Bon, on rentre chez nous, a suggéré sagement Brodequin. Il avait raison. Que faire d'autre? Après tout, nous avions rendez-vous dans notre cave, avant cette étrange aventure. Manon a ouvert la porte et a allumé la lumière. Nous nous sommes affalés sur le vieux divan. Justine a sorti 4 bouteilles de Coca-Cola de notre vieux coucou de réfrigérateur et elle les a posées sur la caisse qui nous tient lieu de table, de salon. Pendant un moment, nous avons siroté sans rien dire. J'avais du mal à chasser de mon esprit le visage de ce que nous avions cru être un cadavre. D'ailleurs, rien ne le prouvait qu'il n'en avait pas été un. Un mort, ça ne s'envole pas comme ça, a affirmé Brodequin. Il n'était peut-être pas mort, ai-je noté. Cette éventualité me permet d'envisager les nuits à venir avec sérénité. Volatiliser sans laisser aucune trace, ressassait Justine. En tout cas, mort ou pas, il devrait y avoir quelque chose de caché. Et dès qu'on est parti chez les flics, il a évacué le mort, pas mort. Quand je disais que pour les surnoms, elle est surdouée, Justine, le mort pas mort. Ça lui est resté à notre mort. Ça ne me plaît pas tout ça, a grogné Manon pensive. Comment ça? Ça ne te plaît pas? A interrogé Brodequin. Oui, cette espèce de mort qui a disparu sans laisser de traces. On n'en saura jamais rien. Et pourtant il était là, devant chez nous. Ça ne me va pas. Je veux savoir ce qu'il s'est passé.
Tu sais, mort ou pas, je serais étonnée qu'il revienne te raconter son histoire. Oui, parce qu'on n'a rien pour le retrouver. Pas le moindre trace, ni le moindre indice. À croire qu'on a rêvé, a conclu Manon. Le silence s'est installé. Un bon moment se nourrissait de notre perplexité. Manon et Justine étaient parfaitement immobiles. Brodequin était affalé sur le bord du divan. Son bras tombait sur le côté. Il triturait machinalement les franges qui cerclent le bras de notre canapé. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé soudainement en sortant de dessous le divan un insecte au métal doré, gros comme la main d'un homme. Ça, c'est la trace du mort pas mort, que Manon désespérait de ne jamais découvrir. C'était moi qui avais parlé. Mon sixième sens, celui que seuls les individus trop angoissés comme moi possèdent, était formel. Cet objet étrange à notre intérieur avait un lien, était le lien même entre le mort pas mort et nous. Cet objet allait nous attirer de nouveaux soucis. Je le pressentais. Est-ce à cause de cette réponse péremptoire? Je ne sais pas, mais c'est à moi que Brodequin l'a confié. Ce gros insecte était d'une beauté étonnante. 2 ailes magnifiques, ciselées, étaient repliées sur son corps. On dirait un hanneton. C'est de l'or? Ai-je observé? Car il me paraissait assez lourd. Justine l'a pris dans ses mains. À son tour, elle l'a bien supposé. Ça doit être de l'or massif, a-t-elle constaté. Ça me fait penser à certains bijoux anciens qui sont exposés chez Roger et Latiquère, dont la boutique est en face de chez nous. On y va souvent pour parler avec lui. Tu as certainement raison, ai-je accordé en reprenant l'insecte. On dirait bien de l'or massif. Comment cet hanneton est arrivé jusque-là? S'est encui Brodequin. Vous savez ce que je crois? A soutenu Manon. Le mort pas mort devait se sentir menacé. Avant d'être assommé, il a lancé le hanneton sous la porte de notre cave. C'était ce qu'il y avait de plus profond. Car il y a un espace important entre le bas de la porte et notre cave et le sol. Ce genre de porte ajourée en haut et en bas. Donc, pas besoin d'être précis pour lancer rapidement un objet sous la porte. Aucune chance de rater l'objectif. Ensuite, le hanneton a roulé jusque sous notre divan et le mort pas mort a été assommé jusque devant chez nous. A conclu Brodequin. Cet insecte doit être précieux, a ajouté Manon. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est inquiet, Justine. On va essayer de le rendre à sa propriétaire, a proposé ma sœur, avec fougue. Et, à ton avis, qui est son propriétaire? Le mort pas mort? C'est évident. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 2. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des petits pouces bleus. Merci.